CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. Savez-vous qu'environ une personne sur 5 qui fait une demande de crédit se la fait refuser au Québec et que la proportion est plus élevée chez les hommes, les autochtones, les personnes racisées et les personnes à faible revenu? Pour nous en parler, nous avons avec nous en ligne Geoffroy Boucher. Il est économiste et co-auteur de l'analyse de l'Observatoire sur les inégalités. Bon après-midi, Monsieur Boucher. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous? Oui, moi ça va très bien, même quand ça va mal, Monsieur Geoffroy Boucher. Alors, c'est une donnée que je n'avais pas, mais je le sentais, que les personnes racisées se faisaient refuser le crédit plus souvent qu'un blanc, hein, et les autochtones et les autres. Oui, puis c'est vraiment important de s'intéresser à cette situation-là parce que l'endettement hypothécaire en particulier est un facteur d'enrichissement pour un grand nombre de familles au Québec. Donc, les familles qui empruntent pour acheter une propriété peuvent ensuite s'enrichir. On a d'ailleurs vu là une croissance importante des actifs immobiliers là dans les 20 dernières années, mais c'est pas tout le monde qui a accès à cet outil d'enrichissement-là. En fait, ce qu'on voit, c'est que certains groupes de la population font face à de l'exclusion financière, c'est-à-dire qu'ils ont moins accès au crédit que d'autres groupes de la population. Et même s'ils obtiennent un accès au crédit, ben c'est souvent dans des conditions plus défavorables, avec des taux d'intérêt plus élevés, par exemple. Alors, donc, pour vraiment dire le mot juste dans cette question d'hypothèque, je pense que le plus qu'on peut en tirer, c'est de finir à payer son logement lorsqu'on est rendu à autour de 70 ans, etc. Il reste à peu près très peu de qualité de vie. Ça, c'est lorsqu'on est très chanceux. Par contre, la majorité des gens sont encore à loyer et n'ont pas accès à cette hypothèque-là. Et vous nous dites presque une personne sur 5. Hein? C'est beaucoup? Oui, ben exactement. C'est une personne sur 5 qui a déjà fait une demande de crédit qui se les fait refuser. Mais chez les personnes racisées, par exemple, on est à 28%, donc près d'une personne sur 3. Donc une proportion plus élevée de refus d'accès au crédit chez les personnes racisées. Et j'imagine que même lorsqu'on parle de personnes racisées, quelqu'un qui paye Wibi sur l'ongle ou alors qui a vraiment une crédibilité financière parce qu'il l'a bâti, l'a établi, que cette personne soit noire ou blanche ou jaune va avoir accès au crédit. Est-ce que ce refus, ce taux élevé de refus n'est pas en lien direct avec la crédibilité financière de l'individu? Ben, en effet, les institutions financières vont se baser là, sur une série de critères là, pour accorder l'accès au crédit, et cette espèce de notion de crédibilité financière-là est tout à fait vraie. Par contre, quand on regarde les données à l'échelle de la population, on voit quand même qu'il y a une certaine récurrence. Donc, les gens de certains groupes, je nommais les personnes racisées, mais également les personnes à faible revenu, se font davantage refuser le crédit. Donc, ces institutions financières-là, bien sûr, eux, ils veulent éviter le risque
et donc font des décisions en fonction de ça, mais ça a quand même des effets sur l'ensemble de la société et ça empêche certains individus, certains groupes de personnes d'accéder à des leviers d'enrichissement, par exemple. Et ça, est-ce qu'on dit que cette situation-là devrait être revue? Est-ce que c'est les institutions financières qui devraient se conscientiser par rapport aux résultats que ça donne pour l'ensemble de la société? Parce qu'on parle aussi d'une personne qui s'endette beaucoup, qui va avoir une incidence sur sa santé physique, mentale, n'est-ce pas? Est-ce que c'est les institutions financières qui devraient revoir leur façon d'analyser la situation? Est-ce que c'est l'État qui devrait s'y mêler? Oui, ben je pense que beaucoup d'acteurs pourraient mettre la main à la pâte. Oui, les institutions financières ont certainement un rôle à jouer, mais le gouvernement a également un rôle à jouer, notamment là en mettant en place un filet social plus robuste. Parce qu'on voit, bon, tout à l'heure, on parlait d'endettement hypothécaire, donc pour l'achat souvent d'une propriété immobilière, mais il y a des gens qui s'endettent pour toutes sortes d'autres raisons, et notamment des gens qui s'endettent parce qu'ils n'ont pas un revenu suffisant pour couvrir leurs besoins de base. Donc, on dit qu'ils font une utilisation compensatoire du crédit, c'est qu'ils compensent un revenu trop faible en s'endettant. Et ces personnes-là, ben, se retrouvent dans une situation financière plus difficile, souvent vont avoir un stress plus élevé relié à l'endettement et ça peut avoir des impacts négatifs sur leur santé. Et quand on dit ça, là, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie, oui, un impact sur la santé d'un individu, mais c'est l'ensemble des individus qui vont payer dans la société parce que la personne a droit à un système de santé, et qui paye? Ben, c'est l'État. Et qui paye pour tout ça? C'est les individus, c'est l'ensemble de la société, non? Ben, effectivement, tu sais, souvent les problèmes sont perçus là d'une façon très individuelle, mais disons que les solutions pour pallier ces problèmes-là sont certainement collectifs. Parce que, comme vous l'avez mis de l'avant, ben c'est tous nous collectivement qui finançons le système de santé. Donc, si on se rend compte que l'usage qui est fait du crédit au Québec conduit à une situation négative sur la santé des personnes, ben il faudrait agir. Alors, parlez-nous un peu de l'Observatoire québécois des inégalités. Je vous assure que j'en étais tout à fait ignorant par rapport à l'existence de cet observatoire. Vous ne faites pas beaucoup de bruit, ou alors? Ben, en fait, on est tout jeune. En fait, l'Observatoire a moins de 5 ans et on produit de la recherche et on fait du transfert de connaissances, c'est-à-dire de la vulgarisation scientifique notamment, sur l'ensemble des enjeux qui touchent les inégalités au Québec. On s'intéresse autant aux inégalités économiques qu'aux inégalités en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'adaptation au changement climatique. Donc, on a un mandat qui est assez vaste. Est-ce qu'il est juste de dire que le fossé se creuse d'année en année entre riches et pauvres, même dans la société québécoise? Ça dépend toujours quel indicateur on regarde. Par exemple, si on s'intéresse exclusivement à la question du revenu, le revenu après impôt n'a pas trop bougé. Il n'y a pas trop d'inégalités qui se sont exacerbées, à part vraiment au sommet, là, près du 1% le plus riche qui a connu une augmentation de ses revenus. Mais si on regarde d'autres questions un peu plus complexes comme celle du patrimoine, donc la richesse des gens, leurs avoirs financiers, non financiers, leurs dettes, ben là, on se rend compte que oui, les inégalités se sont exacerbées au Québec. Vous êtes économiste, c'est à vous à nous expliquer cette logique toute économique
qui veut que lorsque l'on fasse preuve comme Donald Trump d'avoir beaucoup d'argent, alors il a du crédit à bon marché, tandis que quand, au contraire, il dit qu'il n'a pas beaucoup d'argent, donc il paye moins d'impôts, alors celui qui paye moins d'impôts, qui n'a pas beaucoup d'argent, lui a très peu d'accès au crédit. Est-ce que tout le monde, on devrait faire comme Donald Trump, se vanter un bien-être qu'on n'a pas et puis essayer de, je ne dirais pas le verbe en bon québécois, mais fourrer le système d'une certaine manière? Ben, en fait, c'est une question difficile à répondre, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que les personnes très bien nanties, là, les Donald Trump de ce monde, même s'ils sont certainement endettés, ils possèdent quand même plusieurs actifs, notamment grâce à leur famille là, qui leur a légué ces actifs-là. Mais toutes ces personnes-là sont vraiment en meilleure posture pour naviguer le système, en meilleure posture pour saisir des opportunités économiques d'investissement et sont souvent dans un meilleur état de santé générale. Et donc, d'autres personnes, en fait, la majorité des gens qui ne bénéficient pas de tous ces privilèges, de tous ces avantages-là, se retrouvent dans une situation clairement plus défavorable. Mais aussi ce que j'ai compris de ce système, dans le fond, lorsque je roule en Cadillac et je suis propriétaire d'une entreprise florissante, la Cadillac que j'ai l'honneur de rouler, c'est vous qui n'avez pas beaucoup d'argent, qui placez cet argent-là à la banque. C'est cet argent-là que la banque me passe, n'est-ce pas? Alors, est-ce que je ne devrais pas, est-ce que tout le monde ne devrait pas se donner une posture pour pouvoir vivre comme si on était riche, tout le monde? Est-ce que c'est pensable? Parce que quand on prend la posture d'être pauvre, n'est-ce pas? On nous traite en parents pauvres dans les caisses, dans les banques, dans les institutions bancaires. Ben exactement. Puis ça revient à la problématique qu'on nommait d'entrée de jeu, qui est l'accès inégal au crédit et l'exclusion financière. Donc, même si une personne moins bien nantie voulait dépenser davantage pour pouvoir investir davantage, ben malheureusement, elle ne pourrait pas le faire parce que probablement que sa demande de crédit serait refusée en raison de ses faibles revenus. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à l'impact de l'endettement sur les inégalités sociales. Dites-moi, M. Villeneuve, pourquoi on se fait tant de billes lorsqu'on doit, vous dites dans cette étude, que quelqu'un qui s'endette vit du stress, vit des... Est-ce qu'on devrait s'en faire outre mesure lorsqu'on s'endette? Est-ce que ce n'est pas le système qui l'exige de cette manière-là? Je ne veux pas dire qu'on doit s'endetter pour gaspiller, mais s'endetter pour s'enrichir, pour faire grandir le patrimoine, pourquoi pas? Oui, ben en fait, c'est ce qu'on voit, hein, que en fait les gens là qui s'endettent pour s'enrichir, par exemple, ont un niveau de stress beaucoup plus bas. Et le niveau de stress plus élevé, on le voit chez les personnes là qui ont une utilisation compensatoire du crédit, comme on disait tout à l'heure. Donc les gens qui s'endettent pour pallier une insuffisance de revenus, pour être en mesure de répondre à leurs besoins de base, ces gens-là affichent un niveau de stress beaucoup plus élevé. Alors que les gens qui s'endettent, par exemple, pour des projets comme l'achat d'une propriété, vont avoir en général un niveau de stress beaucoup plus faible. Ouais, donc c'est comme le stress, justement. On pourrait dire qu'il y a le bon crédit versus le mauvais crédit. Crédit pour dilapider, c'est le mauvais crédit, mais crédit pour s'enrichir, et pourquoi pas? Ben, exactement. L'endettement, c'est vraiment une épée à double tranchant. Il peut constituer un levier d'enrichissement pour certains,
mais peut se transformer en fardeau pour d'autres. Et puis la morale de cette histoire, il faut jamais se stresser parce que c'est finalement une convention, hein, le crédit, l'argent et tout ça, pas vrai? En fait, c'est bon, il y a une certaine construction sociale autour de ça, un certain système auquel l'ensemble de plusieurs personnes dans la société ont adhéré. Donc, on peut effectivement. Est-ce que vous dites plusieurs personnes? Est-ce que vous dites, je m'excuse, est-ce que vous dites plusieurs personnes ou est-ce que c'est tout le monde qui adhère? Est-ce qu'il y a des gens qui, même quand ils se disent anti-système, mais dans le fond, là, tout le monde nage là-dedans? En fait, je pense qu'une vaste majorité des gens nagent là-dedans, comme vous le dites, mais c'est peut-être pas le cas de toutes les personnes, mais c'est certain que, on a un système juridique aussi, donc on doit se conformer à des lois, mais aussi à des normes sociales, donc la grande majorité des gens se retrouvent là-dedans, oui. Vivre en marge du système, c'est s'exclure du système et c'est arrêter de vivre littéralement. C'est vivre en pauvre, c'est vivre comme, je dirais, le sans-abri. Et moi, je ne voudrais pas vivre comme sans-abri, alors que je peux vivre et comment dirais-je, rentrer dans le système, faire exactement ce que le système demande pour justement vivre comme du monde et vivre et créer de la richesse, pourquoi pas? C'est une bonne question ouverte, effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais des fois, c'est le système qui nous fait peur, n'est-ce pas? Et puis on tremble, et puis voilà, tous les dégâts sont possibles, pas vrai? C'est vrai. Alors, André Villeneuve, Geoffroy Boucher, économiste et co-auteur de l'analyse de l'Observatoire sur les inégalités, inégalités dans tout sens social, des inégalités. Merci beaucoup, Monsieur Boucher. Bon après-midi. Merci, au revoir. J'étais très heureux de vous parler. Moi aussi, c'était un plaisir. Merci, au revoir.